Pop le dernier ne change jamais, il garde un rôle de co-animateur et la région, on en reparlera. J'ai pas fait mon cours en prod, même si ça paraît. Donc, comme vous l'aurez sûrement reconnu, il s'agit du Perron d'église. Alors, à chaque semaine, sur notre groupe Facebook, les superfans des Tigers de Guangdong, on vous envoie la publication suivante de nous poser des questions, venir débattre avec nous, peut-être une prédiction osée ou même un take absolument horrible. Et on en a pour vous autres aujourd'hui. Et la première est par Mathieu Vachon, habitué de l'émission, qui dit: les Rangers de New York vont regretter le contrat qu'ils ont donné à Igor Shesterkin, autant que le CH avec Price. On ne paye pas un gardien ce montant-là. Aussi bon soit-il, la position est trop random. Alors, bien sûr, il n'y a rien qui est trop officialisé dans le cas de Shesterkin, mais on parlerait quand même d'un contrat d'une valeur annuelle d'11 500 000 $, qui en effet est beaucoup d'argent. Et à cela, j'ai à dire, honnêtement, tu avais juste ça à faire, parce que sinon, tu le perds pour rien. Ouais. C'est ça le dilemme. C'est ça le dilemme avec Igor Shesterkin. Il est trop bon pour que tu le laisses partir, mais c'est beaucoup d'argent. Puis on a parlé avec Ja'Marr Chase tantôt. C'est le même genre de. En tout cas, pour moi, c'est le même genre de cas dans le sens où, oui, il est vraiment bon. Puis je pense qu'il n'y a aucun doute que Shesterkin est probablement le meilleur gardien de la LNH, sinon dans le top 3, avec des Hellebuck et tout. Mais man, c'est beaucoup d'argent, 11,5 pour une position où est-ce que souvent tu peux aller chercher un gardien qui personne ne savait trop où ça venait, puis ben, c'est efficace pareil. Puis en même temps, d'un autre côté, Shesterkin, lui, va plutôt pousser dans les négociations pour dire que, OK, ouais, mais les Panthers ont gagné une Coupe Stanley avec Bobrovsky, avec le gros contrat, puis c'est lui qui leur a gagné cette finale-là, puis d'investir dans un gardien, ben, ça leur a peut-être donné une Coupe Stanley. Puis c'est un argument qui se vaut aussi. C'est des fois, quand tu as des bons joueurs comme ça, des bons gardiens, ça vaut la peine de les payer, même si tu les surpayes peut-être. Mais oui, c'est possible qu'on regrette ce contrat-là. Puis, pas regretter dans le sens que Shesterkin va être mauvais et tout, puis qu'il ne donnera pas nécessairement, il va devenir un mauvais gardien ou quoi que ce soit, dans le sens où, je pense que le cas de Carey Price à Montréal, c'est vraiment un bon comparatif, dans le sens où Carey Price jouait comme un gars de 10,5 millions souvent. Et, je veux dire, il était un des meilleurs gardiens de la Ligue, sinon le meilleur pendant plusieurs années quand même. Mais souvent, un gardien a déjà beaucoup de millage sur le corps, peut se rapidement composer avec les blessures, surtout vers la deuxième moitié de sa carrière. Et Shesterkin s'approche de la deuxième moitié de sa carrière, tranquillement, pas vite. Et surtout, ça arrive des baisses de régime chez un gardien. C'est beaucoup plus fréquent que pour un patineur, par exemple. Des gars comme Connor McDavid va avoir des petites léthargies, mais tu sais que ce gars-là, peu importe, année après année, va avoir quelque chose comme 120, 130, 140 points. Tu sais que ça va toujours être une grosse saison offensive. Les gardiens, oui, tu sais que ton gardien risque d'avoir une bonne saison, mais des fois, ça va être plus du 2,80 avec du 905, 910. Puis sans être une mauvaise saison, mais ce ne sera pas la saison d'un vrai gars qui peut changer l'issue d'un match à lui seul. Donc oui, je pense qu'on pourrait regretter ce contrat-là, mais en même temps, si on laisse partir chez Shesterkin puis on ne trouve aucun autre gardien pour le remplacer, ben là, on va regretter de ne pas l'avoir signé. Fait que il y a du danger qui vient vraiment avec les deux options. Je pense que tu n'as pas le choix de le signer si tu es le Rangers. Évidemment, tu essaies de ne pas lui donner trop d'argent, mais il semble vraiment déterminé à vouloir exploser ce marché-là puis redéfinir le marché des gardiens de but qui, on le rappelle, le plus gros salaire annuel pour un gardien, ben c'est encore celui de Carey Price à 10,5 millions par année. Est-ce que ça va changer? Je pense que oui. Dans quelle mesure? 11,5, c'est énormément d'argent. J'ai hâte de voir, mais tu sais, c'est un peu comme signer un partant au baseball. C'est volatile, veut pas, parce que ou signer un releveur. Je pense qu'un releveur, c'était un meilleur exemple. C'est tellement volatile. Puis oui, il y a des bons releveurs qui vont avoir des bonnes années, année après année, mais demande aux Astros en ce moment si signer Josh Hader à 20 millions par année, c'est une bonne décision après une année qui a été assez difficile quand même pour lui. Il y a ce facteur-là de volatilité année après année qui est plus présent chez les gardiens de but. Moi, ce que je dirais, c'est que comparativement à Carey Price, les Rangers sont équipés devant lui. Tu sais, ça sera toujours le legacy de l'ère Marc Bergevin à Montréal. C'est qu'on a eu Carey Price qui a carry ce club-là et qu'on a eu David Desharnais comme meilleur joueur de centre durant toute cette période-là.
Les Rangers sont équipés, par exemple. Ce qui est le fun un peu avec eux autres, c'est qu'ils ont comme deux noyaux, en fait. Tu as les Kreider, les Zibanejad, les Panarin et les Shesterkin ensemble. Tu as les Lafrenière, tu as les Kako, tu as les Kittil, tu as les Schneider, les Keandre Miller, puis tout ça. Moi, je pense qu'on est capable de faire une bonne run avec ce qu'on a présentement, avec le cap qui va monter. Parce que, tu sais, veut pas. Mettons, on monte à 2017 quand Carey Price a signé son contrat à 10,5 millions. Tu aurais dit, ça va être quoi le marché rendu en 2024, 7 ans plus tard? Finalement, le marché, il sera juste monté de 1 million de dollars par année depuis 7 ans. C'est ça l'affaire. Puis moi, je me dis que Igor Shesterkin, pour moi, c'est le meilleur goaler de la Ligue nationale. Et un bon goaler, un très, très bon gardien dans cette ère du hockey qui est revenu à une offensive au milieu des années 90, c'est tellement rendu important à cette heure. Igor Shesterkin, depuis qu'il est arrivé en 2019-2020, puis peut-être pour les fans de baseball vont comprendre un peu la logistique un peu. Tu sais, quand on parle du OPS+, puis du ERA+, tu sais, qu'on met tout le monde sur une ligne égale et que 100 égale la moyenne, puis si tu es plus haut, ben ça veut dire que tu es plus productif que la moyenne dans la ligue. Ben, le hockey a un peu ce genre de statistiques-là pour les gardiens, ce qu'on appelle on appelle en anglais le goal against percentage, dans le fond, moins. Ça veut dire que plus tu es en bas dans l'échelle, mieux que c'est par rapport à la moyenne qui est toujours 100. Et Igor Shesterkin, depuis le début de sa carrière, est à 84. Ça veut dire qu'il est 16% plus productif qu'un gardien moyen dans la Ligue nationale depuis qu'il est arrivé en 2019. Pour moi, ça n'a pas de prix. Cette année, il est déjà à 80. Il est déjà 20% plus productif à ce qu'il fait présentement. 920, là, je parle des chiffres de Shesterkin. 920, il y a à peu près une dizaine d'années dans le pic de la deuxième Dead Puck era qu'on voyait, les Jimmy Benn qui gagnent un Hart Ross avec 89 points. 920, là, c'était à peine plus haut que la moyenne. Là. Je pense un gardien moyen, genre, c'était 914, 915, puis tu commençais à être dans les bons à partir de 920. Aujourd'hui, dans la Ligue nationale, il se marque tellement de buts puis c'est tellement offensif. 920, c'était dans l'élite aujourd'hui. Fait que d'après moi, je pense que tous les arguments sont là. Puis comme tu dis, tu ne peux pas laisser aller Igor Shesterkin. Il est trop important. Parce que les Rangers, c'est ça aussi. C'est très beau sur papier, c'est très sexy. Mais tu regardes comment ils jouent en ce moment, puis il y a bien des fois qu'ils se font bail-out par leur gardien malgré tout le talent qu'ils ont en avant d'eux autres. Stop, est-ce que tu es en train de parler des Rangers de 2022 comme ça, là? Oh non, les Rangers, depuis 5 ans, c'est le même. Oh, pas toujours été de même quand tu penses au fait que, tu sais, Wayne Gretzky, que Rick Lindros qui passe là en fin de carrière, je veux dire, c'est les Rangers Culture, c'est signer les vieux joueurs. Ben oui, ben c'est ça. Mais tu sais, au moins, c'est pas si pire. Là, leurs noyaux sont dans leur prime, en guillemets. Ils sont pas super, super vieux. Mais écoute, les Rangers de New York, c'est quasiment le Canadien de Montréal du début des années 2000 sur les stéroïdes. Ça fait la job en avant, mais il faut que ton goaler te bail out une fois de temps en temps parce que tu n'es pas capable d'être super étanche en défensive. Mais écoute, tu parlais comme quoi il y a du monde en avant de Shesterkin en ce moment. Puis à Montréal, le contrat de Carey Price, ça a souvent été une excuse à juste titre ou non pour expliquer le fait qu'on n'avait peut-être pas qu'on n'avait pas cherché des gros joueurs autonomes, qu'on ne payait pas le gros prix pour certains joueurs. Puis je veux un peu ton avis là-dessus. Penses-tu que payer Shesterkin à 11,5 pourrait faire en sorte que tranquillement, pas vite, qu'il y aurait moins de monde en avant de lui parce que, ben, comme un peu dans la NFL, tu payes un carrière recru, tu lui payes le gros contrat, et tranquillement, pas vite, tu as moins de monde, tu as moins d'argent pour payer du monde ailleurs. Puis, penses-tu que ce nouveau contrat-là, disons 11,5 parce que c'est le chiffre qui circule, là, penses-tu que ça pourrait empêcher les Rangers d'aller signer du monde, puis tranquillement, pas vite, ben, ça s'effriterait en avant de Shesterkin, puis il deviendrait un gardien, sans dire moyen, mais un petit peu moins bon que ce qu'on voit en ce moment? Ben, moi, ce que je pense, c'est qu'évidemment, tu sais, plus gros, t'es sur la masse. Les Maple Leafs de Toronto, c'est le meilleur exemple. Mais c'est New York. Ne jamais sous-estimer le marché de Manhattan pour attirer des joueurs autonomes. Eux puis Vegas, ils ont besoin d'un argument ou deux, puis tu peux aller chercher les meilleurs joueurs autonomes que tu peux avoir, puis les convaincre de signer à rabais.
sais, tout le monde parle de la fameuse reconstruction de 2019, mais on oublie que Chris Kreider était là. Mais Adam Fox a refusé d'aller jouer en Caroline et à Calgary pour forcer la main et aller jouer à New York. Mika Zibanejad, on a exploité les sénateurs d'Ottawa et leur éternelle incompétence. Shesterkin, on est allé le repêcher, par exemple. Mais Alexis Lafrenière, en temps normal, on n'aurait jamais... les Rangers n'auraient jamais dû avoir le first pick cette année-là. Enlève la COVID, puis même le facteur chance aurait jamais eu droit à Alexis Lafrenière. Puis une chance que Capo Caco commence à être un boss. Mais tu regardes ça. Une chance. Une chance. Puis Artemi Panarin, je m'excuse, mais ce gars-là, il n'y a aucune chance qu'il aurait signé à Columbus. Les Rangers viennent t'appeler, tu es genre, hey, veux-tu venir jouer avec nous autres ou tu veux rester à Columbus? Fait que, Manhattan va toujours attirer des joueurs autonomes. Ça va toujours faire en sorte qu'ils vont peut-être signer à moins gros prix pour être dans le glamour de New York puis tout ça, malgré le fait que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Rangers ont seulement une Coupe Stanley. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Fair. Et c'est sur ça qu'on va aller à la deuxième question, deuxième intervention du Perron d'Église. Et celle-ci nous provient de producer Oli qui dit « Trouvez un meilleur surnom à Lamar Jackson que Mr. Jackson. » Producer Oli, dit-il. Et oui, en effet. Puis Pop, tu as aussi une petite restriction supplémentaire parce que ça s'adresse à toi très spécifiquement. Toi qui es le meneur numéro 1 de la contre-propagande pro Lamar Jackson, tu n'as pas le droit de faire référence au fait que c'est un running back glorifié. Bon, OK. Si on peut faire ça de même, on peut faire ça de même. Là, juste pour mettre en contexte, le Mr. Jackson, c'est dans le fond, c'est Mike Tomlin, je pense, aujourd'hui, après la victoire contre les Commanders, qui avait été demandé par un journaliste en point de presse d'après-match, de dire comment tu vois un peu, Jaden Daniels puis Lamar Jackson, qu'on trouve le moyen de l'associer beaucoup, en fait, ce qui est quand même vrai un peu sur certains points. Puis tu as Mike Tomlin qui est genre, hey, on parle d'une recrue, puis d'un gars qui est en chasse pour un 3e MVP en 4 ans. C'est Monsieur Jackson. Là. C'est le même que ça part un peu. Mais moi, pour vrai, je me suis prêté à l'exercice, puis je vais trouver un surnom. On parle de Jackson, de ses habiletés à courir. Pour moi, Lamar Jackson, ses habiletés à courir, c'est comme quand Michael Jackson dansait. Moi, je vois ça un peu. C'est un peu dans la même catégorie. Fait que moi, j'ai envie de dire, je vais surnommer Lamar Jackson Billie Jean. Pourquoi pas? Billie Jean, c'est le surnom à Will Levis. Est-ce qu'on peut... Déjà que Will Levis n'a pas grand-chose à part la mayonnaise dans un café, tu veux-tu voler le seul surnom qu'il y a en plus? C'est vraiment ça son surnom? Le monde l'appelle-tu vraiment Billie Jean? En tout cas, à moitié, là, c'est plus ou moins. C'est pas hyper répandu, mais ça marche. Billie Jean, puis... Hey, sérieux, il peut vraiment rien avoir, Will Levis, man. Pauvre Will. Il peut même pas avoir... Félix, t'es pas beaucoup sur TikTok, mais ce qui est certain, c'est que Lamar Jackson, il a reçu plus de TikTok edits sur Billie Jean que Will Levis. Oui, très probablement. Tu sais que je parle au moins, Félix, je sais que t'es pas trop sur Instagram. À moitié, mais je pense que je sais de quoi tu parles. Là. Mais tu sais qu'il y en a eu beaucoup, par contre, de faits saillants puis tout, là. Anthony Edwards, il y en a eu pas mal, eu des montages de même. Évidemment, tu m'étonnes. Non, mais pour elle, j'aime ça. Je vois un peu où tu vas en venir avec ça. Moi, tu vois, je regarde Lamar Jackson, puis ça me fait un peu chier parce que Cheetah est déjà pris par Tyreek Hill parce que, sérieux, tu le regardes courir, puis il me semble que c'est parfait pour lui, Cheetah, là, tu sais, man, ce gars-là est tellement agile, tellement rapide et tout. Ce que je vais dire, puis là, c'est quand même un peu gros ce que je vais dire, OK, mais je vais y aller avec Robin, OK? Puis je vais avec Robin parce que tout le monde sait que Patrick Mahomes est le meilleur carrière de la NFL. C'est le Batman de la NFL est le meilleur, mais si tu regardes les dernières années, là, aucun carrière n'a un meilleur résumé, un meilleur CV que Lamar Jackson, outre Patrick Mahomes. En saison régulière. Ouais, ben, je veux dire, en série aussi. Personne d'autre a gagné quoi que ce soit, là. Je veux dire, l'autre Super Bowl, c'était Brady. T'as Matthew Stafford qui en a gagné un. Puis, tu sais, je pense que. Puis t'as Mahomes qui vient de faire un back-to-back. Ouais, c'est ça. Puis, je veux dire, j'adore Matthew Stafford. Je suis un énorme fan de Matthew Stafford. Mais je pense que talent pur, la nouvelle génération est vraiment, vraiment solide. Puis, on ajoute cet élément-là de vitesse et tout que Matthew Stafford
je l'aime de tout mon cœur, même mon Dieu Seigneur, je pense que je le bats dans une course à pied. Mais tu regardes ça, puis oui, t'as Mahomes qui est le meilleur, mais j'ai envie de dire que Lamar est le deuxième. Puis, oui, Joe Burrow est bon. Oui, Josh Allen est incroyable. Oui, t'as même CJ Stroud qui est en train de devenir un bon carrière et tout. Puis, mais je pense que cette génération-là, quand dans 20 ans, on va repenser à cette génération-là, il va y avoir les mauvaises langues comme Pop qui vont dire que Lamar était juste un running back. Là. Mais moi, je pense que cette année, Lamar est sur l'autoroute vers un autre type de MVP. 3 MVP en 4 ans, là. Moi, il n'y a personne qui va me dire que ce gars-là n'est pas top 2 de sa génération. Puis la seule raison pour laquelle on ne le reconnaîtra pas comme le meilleur, c'est parce que Patrick Mahomes a existé. Puis à juste titre, on va reconnaître Mahomes comme le meilleur de cette génération-là. Puis tu sais, des Allen, des Burrow méritent de l'amour aussi. Mais je pense que Lamar va être un peu reconnu comme les. J'ai pas envie de dire que Peyton Manning a été un moins bon carrière que Tom Brady, mais quand tu repenses à cette génération-là, ben, tu penses à Brady à cause des Super Bowl et tout, puis c'est un peu le Peyton Manning de sa génération, même si je pense que tu peux avoir deux gars plus opposés dans leur style de jeu que Lamar Jackson puis Peyton Manning, là. Mais tu sais, c'est le gars qui était un peu trop dans l'ombre du gars qui était la vedette, la rockstar de son époque. Le poster child de la NFL. C'est ça, puis je vais y aller avec Robin. Je vais aller avec Robin pour cette raison-là. Félix, bouge-toi les oreilles. Oh, j'aime déjà pas ce que je parle. Parce que le surnom de Lamar Jackson peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme d'Austin Matthews. Il peut prendre la forme Non, arrête. Je sais ce que je veux pas. Aaron Judge. Non, Félix, laisse-le continuer. Non. Austin Matthews, Aaron Judge, Lamar Jackson, Joel Embiid. Tout ça, là, ça revient dans la même affaire. Ce sont tous le même type de joueurs. Donne-leur tous les MVP que tu veuilles. Ils ne gagneront pas de championnat. Man, c'est un... non, Il y a un grand sage sur cet épisode, sur ce podcast-là qui a dit la même affaire la semaine dernière. Ah oui, je sais pas, je le connais pas et non, ça me dit absolument rien. Non, c'est une absolute fraude. Écoutez-le pas. Ouais, souvent, je l'ai oublié de ma mémoire. Je pense que je voulais rien entendre de ça. Je suis là pour te le rappeler cette semaine. Ben, non, tu vois, j'ai déjà oublié ce que tu viens de dire il y a 30 secondes, mais tu sais, je regarde ça, puis les Ravens pourraient gagner un Super Bowl cette année. Tu sais, si les Ravens, mettons là, cette année, OK, Lamar gagne un MVP puis un Super Bowl. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a possiblement le moindre argument comme quoi Lamar n'est pas le deuxième meilleur QB de sa génération? Il n'est pas capable de battre Kenny Pickett et les Steelers. S'il gagne un Super Bowl et un MVP, s'il gagne un MVP et un Super Bowl cette année, ma campagne de Slender va arrêter. Je vais. Wow, breaking news. Et ça c'est front page du Journal de Montréal demain. Je vais dire quand même que c'est un glorified running back, mais ce gars-là peut gagner. 1h29 minutes 54 secondes, la triple menace du 10 novembre 2024. Faut enregistrer ça. J'ai tellement. Écoute, j'espère que les Ravens ne gagneront pas le Super Bowl parce que non, je serais un peu content pour Non. Tu veux pas que les Ravens gagnent le Super Bowl. Non, mais tu sais, je veux pas que ce soit les Steelers non plus. Mais tu sais, je regarde ça, puis tu sais, oui, ce serait le fun pour les Derrick Henry, pour les Ravens et tout ce noyau-là qui le mérite, qui est bon depuis des années, mais qui n'a jamais été capable d'atteindre le prochain step. Si ça arrive, là, sérieusement, Lamar, j'espère qu'on va enfin mettre le respect qu'il mérite sur ce gars-là parce que à chaque année, il s'améliore comme passeur. Puis oui, il y a tout le temps la joke du running back et tout, mais sérieusement, le Lamar qui est en tant que passeur pur, là, Lamar aujourd'hui est tellement un meilleur joueur qu'il l'était l'an passé, puis l'année d'avant, puis tout, puis il y a une amélioration constante année après année. Je pense que jeudi soir, on l'a vu. Bras pur, là, est allé coup pour coup avec Joe Burrow qui passeur pur. Joe Burrow est vraiment avec n'importe qui, il peut battre n'importe qui, là, puis ben, Lamar était là coup pour coup avec lui. Puis il n'y a pas les ressources d'un Joe Burrow nécessairement. Oui, Zay Flowers, Mark Andrews, c'est cool, mais c'est pas Ja'Marr Chase, T. Higgins, Tyler Boyd pendant plusieurs années pour les Bengals et tout. Il y a des ressources de receveurs que les Ravens n'ont pas eu, mais Lamar réussit quand même à connaître du succès avec ces gars-là, puis à être un meilleur joueur année après année avec ces gars-là. Félix, je m'excuse, mais même toi, t'aurais pu découper la défense des Bengals toi-même jeudi soir. Ouais, ok, oui, mettons, ok, mais je te parle pas juste de la défense des Bengals. Non, mais je comprends ton point. Je comprends qu'il a été coup pour coup avec Joe Burrow, mais Bengals n'ont pas la défensive des Ravens. Fair enough.
Fair enough. D'accord. Juste vous rappeler que Lamar Jackson n'est pas en mesure de gagner un match contre les Steelers avec Kenny Pickett. Fait que... Écoute, c'est plate parce que Kenny Pickett n'est pas là, mais la semaine prochaine, j'ai hâte à la semaine prochaine quand les Ravens vont battre les Steelers. On va avoir un beau podcast dans une semaine. Parce que les Steelers reçoivent les Ravens à domicile la semaine prochaine pour... Et puis, t'as les Chiefs qui s'en vont à Buffalo pour les affronter. Sérieux, la AFC, ça va. Dans une semaine. Tout ce que vous faites dimanche prochain, là, mais si vous voulez suivre ce qui se passe dans la AFC, les Titans, je ne sais même plus contre qui ils jouent, mais écoutez pas, je pense. Il y a 2 autres matchs bien plus importants que ceux de la AFC. Anyway, peu importe où les Steelers jouent, c'est un match à domicile. Encore aujourd'hui à Washington, Pat Freiermuth qui attrape des ballons. On entend la foule scander « Move !» Puis tu regardes tout le monde avec les terrible towels aussi dans la foule. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Steelers.